BX1 +. Le face-à-face. On va s'intéresser maintenant aux baptêmes étudiants. Y a-t-il une manière de mieux les encadrer? Faut-il revoir les dispositifs qui ont été mis en place pour éviter les dérapages? On se posera aussi la question de l'importance de l'alcool dans ce folklore étudiant. On va débattre de tout ça avec Sarah Rousseau, elle est présidente de l'association des cercles étudiants de l'Université libre de Bruxelles, Laurent Despy, qui est administrateur de l'ARES. l'ARES, c'est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, l'organe qui chapeaute l'ensemble des universités. Et puis le docteur Bernadette Skoman, qui est alcoologue auprès de la Société scientifique de médecine générale. Merci à tous les trois d'être en ligne. On va d'abord rappeler la raison pour laquelle on fait ce débat aujourd'hui, Arnaud Bruckner. C'est qu'il y a eu de nouveau quelques incidents ces dernières semaines. Oui, plusieurs événements ont émaillé l'actualité des cercles étudiants depuis la rentrée. Le premier, c'était évidemment il y a quelques jours. À l'ULB, une activité de baptême a eu lieu jeudi dernier, au cours duquel des étudiants se sont retrouvés nus en plein jour au milieu du campus. Des images se sont retrouvées sur les réseaux sociaux sur lesquelles on voit les étudiants faire ce qui est appelé un affont-aqueduc. On a d'abord parlé d'actes sexuels mimés, mais il s'agissait finalement d'une pratique bibitive inhabituelle, je cite, mais consentie entre comitards, membres de cercles donc. Suite à cela, l'ULB a interdit cette semaine la nudité sur ses campus. Et si l'on remonte dans le temps de quelques semaines, fin septembre, une jeune fille a été grièvement blessée, cette fois à Lucé-Louvain. Elle est tombée d'une terrasse ou d'un balcon, suite à quoi Lucé-Louvain avait suspendu ses activités d'animation étudiante. Et quelques jours plus tôt, avant cela, à l'Institut Cardijn, une autre étudiante avait aussi été hospitalisée suite à des activités de baptême. Alors on va donner la première prise de parole à Sarah Rousseau, présidente de l'association des cercles étudiants de l'ULB. Bonjour Sarah Rousseau. Est-ce que vous comprenez que ces incidents à répétition, ça puisse choquer une partie de l'opinion, qu'on puisse se demander à quoi ça sert tous ces baptêmes et qu'on puisse se dire il faudrait peut-être mieux les interdire? Vous y tenez, vous, à ce folklore étudiant, à ces baptêmes? Ah oui, clairement. Enfin, déjà, moi, je comprends tout à fait que des choses puissent choquer. Parce que nous, quand on est habitué, quand on est dedans, on ne se rend pas toujours compte à quoi ça ressemble de l'extérieur. Donc je pense que c'est important aussi pour les personnes baptisées de pouvoir entendre l'opinion publique et de pouvoir aussi entendre les avis des personnes qui utilisent le campus. Enfin, le campus, c'est pas qu'aux personnes baptisées, bien sûr, et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Mais sinon, oui, moi, je trouve en tout cas, pour le folklore ULBiste, parce que c'est surtout celui que je connais, on a un folklore très riche et qui apporte beaucoup de choses. Et même si ça se voit pas spécialement, c'est aussi là pour transmettre des valeurs, pour transmettre des chouettes expériences aussi pour les personnes qui y participent. Donc, ça, on n'en parle peut-être pas assez. Est-ce que vous comprenez qu'on se pose beaucoup de questions vu de l'extérieur, parce que ça ressemble parfois un petit peu à quelque chose d'opaque, où il y a beaucoup de secrets, beaucoup d'initiations qui sont réservées aux seuls intéressés, et puis que ça ressemble aussi assez proche du bizutage, et puis qu'il y a une présence de l'alcool qui est quand même très très soutenue dans ce folklore étudiant. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on devrait changer malgré tout? Je pense que de toute façon, le folklore doit évoluer avec son temps et que là, on l'a déjà vu cette année. Et bon, les médias sont beaucoup là pour souligner les scandales, on va dire. Mais il y a énormément de changements aussi, notamment depuis l'année Covid, après 1 an et demi de pause, qui prouvent que le folklore évolue, que les étudiants ont envie d'évoluer. Donc, moi, je pense que, en tout cas, l'évolution de la tradition, c'est jamais une mauvaise chose. Les gens sont disposés à le faire. Et par contre, oui, ça, je peux comprendre que de l'extérieur, on ait parfois du mal à comprendre ce que ça apporte réellement. On le voit vraiment comme un bizutage, mais comme vous avez dit, il y a vraiment ce truc d'initiation qui est très présent, en tout cas à l'ULB. Ouais, vous avez été baptisé, j'imagine. Vous en avez retiré quoi? Beaucoup de choses. Déjà, une familiarité avec mon campus, beaucoup de relations. C'est une expérience aussi. C'est quelque chose qu'on vit une fois dans sa vie. Honnêtement, je le referais. Et même, moi, j'ai été baptisée il y a 5 ans. Je préférerais faire mon baptême aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Il y a énormément de choses qui sont de mieux en mieux, quoi. Ouais, on va y revenir dans un instant. Laurent Despy, administrateur de l'ARES, donc c'est l'organisme qui chapeaute l'ensemble des universités. On va rappeler 2 choses. D'abord, le baptême, c'est pas obligatoire. Et ensuite, à l'ARES, il y a désormais une charte, c'est-à-dire qu'on a estimé qu'il fallait les encadrer, ces baptêmes étudiants. Est-ce que ça porte ses fruits, cet encadrement? Alors, la difficulté des baptêmes, c'est que ce sont des organisations libres. Donc, une fois que c'est hors campus, que ce soit dans n'importe quelle université ou haute école, il est difficile d'imaginer une contrainte. Elle n'est pas légale, la contrainte. Ce qu'on peut faire, c'est encadrer en proposant, c'est le principe de la charte édictée au niveau de l'ARES, qui est d'ailleurs débattue en commission de la vie étudiante, et ce sont des balises qui sont proposées, mais encore une fois,
tant qu'il n'y a pas de contraintes obligatoires, et c'est difficile de les envisager, puisqu'il suffit de sortir du campus pour organiser des festivités. La seule chose, c'est qu'on demande évidemment, tout en respectant l'autonomie des institutions, le libre choix d'y participer ou pas, le respect de la dignité humaine, le refus de la discrimination, le respect de l'intégrité physique, psychologique, etc., etc. Donc ce sont des balises que nous suggérons, mais il est difficile de vérifier sur le terrain si elles sont appliquées, même si je pense que depuis quelques années, pas mal de choses ont changé, mais on n'évitera pas les dérapages. Ouais, c'est ce que disait Sarah Rousseau, hein, ou ce qu'elle laissait entendre. Ça a plutôt tendance à se bonifier avec le temps l'organisation des baptêmes, et on éviterait les grands dérapages qu'on a pu connaître dans le passé. De votre point de vue, Laurent Despie, les deux incidents qu'on a pointés du doigt, hein, donc cette affaire de nudité sur le campus de l'ULB et la dramatique chute d'une étudiante à l'UCL, c'est des choses qui vous choquent. On aurait pu les éviter ou pas? Alors, qu'à titre personnel, je puisse être choqué si on a manqué de respect, notamment par rapport aux femmes, et qu'on ait manqué de dignité, je ne peux être que choqué. Maintenant, s'agissait-il de baptême? Soit ce sont des comités qui se réunissent, soit c'est quelqu'un qui avait trop bu et qui est tombé du Xème étage, et c'est évidemment à déplorer. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire, mais ce n'était pas stricto sensu des baptêmes. Alors, est-ce qu'on est pour ou contre les baptêmes? Ça, c'est le libre choix. Je pense qu'effectivement, l'idée d'accueillir des étudiants qui viennent de l'extérieur et de favoriser leur intégration est une chose. Le tout est de savoir dans quel état d'esprit. Je pense que le bizutage, ou à un moment donné, faire boire des solutions soit alcoolisées, soit des excès d'eau, puisqu'il y a quelques années, il y a eu des accidents qui s'étaient produits, notamment à Jean-Blou, où une jeune femme avait dû boire des dizaines de litres d'eau, elle a failli en mourir d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a de l'excès. La difficulté, c'est de savoir où on met la frontière. Oui. Alors, on va aller chez Bernadette Scoman, donc alcoologue. Folklore étudiant, ça rime avec alcool, ou c'est parce que je suis un vieil imbécile et que j'ai rien compris? Oui. Vous répondez oui parce que je suis un vieil imbécile, non? Non, pas du tout. Le folklore estudiantin rime effectivement avec alcool. Alors moi, il faut savoir, même si je suis alcoologue, j'ai été baptisée il y a 35 ans, et donc je suis pro-baptême, j'ai été présidente de cercle, et je pense qu'effectivement, il y a certains abus qu'il faut éviter, et qui peuvent être vraiment très, très toxiques, avec plein de dégradation et finalement de danger pour la santé tout simplement, et effectivement en consommant de l'alcool. Et donc je pense qu'il faut baliser et faire de la prévention au sujet de l'utilisation excessive d'alcool, qui finalement fait partie du folklore estudiantin. Mais je pense que là il y a des actions à faire, et de prévenir en tout cas ces conséquences plus que négatives de l'utilisation excessive d'alcool. Ouais, comment est-ce que vous expliquez que ces baptêmes ou ces différentes manifestations étudiantes, on parlait de la Saint-V aussi, hein, par exemple, soient aussi étroitement liées à la consommation d'alcool? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des baptêmes ou participer à la Saint-V sans avoir recours à l'alcool? Ce serait moins festif? Ça se fait déjà. On n'en parle pas beaucoup, mais chaque année, il y a des gens qui font leur bleusaille à l'eau. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, en tout cas, moi, je peux parler pour l'ULB. Dans la plupart des cercles, les bleus ne boivent pas en activité, ou alors de la bière sans alcool, ça on n'en parle pas. On a aussi pas mal de projets qu'on met en place au niveau de nos cercles, des projets de prévention à l'alcool, de sensibilisation par les étudiants, pour les étudiants au niveau de l'alcool. Donc il y a déjà des choses mises en place, c'est juste qu'on... Voilà, ça ne peut pas nous protéger de tous les accidents, ça forcément. Il y a quand même une pression sociale. Hein. Je retourne chez Bernadette Scoman. J'entends bien ce que dit Sarah Rousseau, et très bien. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que dans le folklore étudiant, il y a une pression sociale et qu'il faut boire pour être de la partie et s'amuser. Et Laurent Despie faisait référence à cette étudiante vétérinaire à Jean-Blou. C'est parce qu'elle avait refusé de boire de l'alcool qu'on lui a demandé de boire des litres et des litres d'eau. C'était une forme de punition quand même. Oui, tout à fait, mais ça reste de toute façon un rite initiatique, hein, de pouvoir boire, et puis c'est un peu l'appartenance au groupe, hein, donc c'est une fierté de faire des à-fonds et de faire autant d'à-fonds et de boire plus vite, et la royauté, etc. Maintenant, comme dit Madame Rousseau, il y a des choses mises en place où les bleus ne sont pas alcoolisés, ils n'ont pas à boire pendant leur bleusaille, et je pense que les comités, en tout cas, veillent à ça. Maintenant, de nouveau, on n'est pas à l'abri d'une consommation excessive, mais il y a des choses qui se mettent en place, mais ça fait partie du folklore estudiantin de consommer de l'alcool et
différentes personnalités d'étudiants ont besoin de ça aussi. Hein. Ça crée une certaine désinhibition et donc ça permet de rentrer dans le groupe, de s'identifier au groupe, de faire des concours. Voilà, ça fait partie de ça aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut le regretter et se dire que ce folklore étudiant, c'est aussi le premier pas vers une consommation quand on va être dans les années suivantes plus régulière, ou c'est juste un passage, un rite initiatique, comme vous dites, et on va l'oublier après? Non, c'est reconnu comme facteur prédictif d'alcoolodépendance à l'âge adulte. Donc c'est certain que le binge drinking et la consommation excessive d'alcool, il y a des études qui ont montré effectivement que ça pouvait aboutir à l'alcoolodépendance. Alors, oui. Laurent Despy a fait référence à une charte. On va essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est la charte dont on parle ici, Arnaud Bruckner. Mais déjà, il existe plusieurs types de chartes. Il y a celle de l'ULB qui date de 2020 et qui va d'ailleurs être étendue prochainement suite aux événements de la semaine dernière, étendue à tous les étudiants, y compris les comitards et pas uniquement les bleus. Cette charte, dont le contenu est globalement pas public, entend faire respecter l'intégrité physique et morale, interdire les propos racistes, l'alcool à profusion, les chants sexistes, etc. Et alors, on en parlait un petit peu plus tôt, il y a aussi cette charte commune aux universités francophones, mise en place au début de l'année 2020, conjointement avec tous les établissements et les cercles, avec des points assez semblables à ceux qu'on vient de citer, une sorte de socle commun qui évolue en fonction des réalités de chaque université. Alors, Laurent Despy, donc vous chapeautez les universités. Est-ce que université par université, on est conscient de ce problème de baptême, de dérive, de consommation d'alcool? Est-ce qu'il y a des universités qui sont plus compliquées que d'autres? Et quel est votre rôle à vous? Est-ce que quand vous allez voir les recteurs, quand vous discutez avec les recteurs ou avec les vice-recteurs aux affaires étudiantes, on prend ce problème réellement au sérieux ou pas? Alors d'abord, l'ARES, c'est une fédération qui s'occupe de tout l'enseignement supérieur. Donc il n'y a pas que les universités, oui, il y a aussi évidemment les hautes écoles, la promotion sociale et les écoles artistiques. Ça fait quand même plus de 220 000 étudiants, mais on est une fédération, donc on n'est pas un pouvoir organisateur. Et donc je pense qu'il y a une vraie sensibilisation à la cause, donc que le baptême existe parce qu'il crée le lien social et qu'il permet à certains de s'intégrer, n'est pas remise en cause, mais tout le monde est sensible, effectivement, comme vous venez de le dire, à des règles éthiques et déontologiques, de respect de l'intégrité, de la santé, du respect physique, psychologique. Et on y a même rajouté, puisque au niveau de l'ARES, on a des groupes de travail qui s'en occupent, on a rajouté toute une dimension harcèlement, violence sexuelle, voire potentiellement, si ça devait être le cas aussi, le respect lié au bien-être animal, si dans certaines facultés, il y avait des liens avec les animaux. Donc à un moment donné, on brasse assez large, mais encore une fois, on n'a pas de côté contraignant. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on a aussi tout un département recherche et statistique au niveau de l'ARES, et que donc on va faire un questionnaire pour lequel on va pouvoir interroger l'ensemble des établissements du supérieur pour faire un le bilan des pratiques et de voir ce qu'on peut faire. Mais encore une fois, il suffit que le baptême ait lieu en dehors d'un campus, que ce soit une haute école, une ESA ou une université, pour éviter le caractère contraignant. Mais donc, je pense que les gens sont sensibles et qu'aujourd'hui, le mouvement MeToo est aussi passé par là. Le respect, le droit des femmes, etc., est un élément fondamental et je pense que le monde change, même si on n'évitera jamais les débordements. Mais il y a une prise de conscience. Ouais, Sarah Rousseau, dans la prise de conscience, confirmée par Laurent Despy, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a quand même des choses qui restent très associées au sexe dans tous ces baptêmes. On a parlé de cette scène de nudité à l'ULB, alors on peut nous dire que ça n'a rien à voir avec le sexe. Bon, ok, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui tournent autour de l'acte sexuel, où on se touche les parties génitales, ou des choses de ce genre-là. C'est du fantasme? Je vous vois sourire. Je pense que c'est beaucoup fantasmé, parce que justement, vu qu'on sait que des gens font des choses parfois nues dans un espace fermé, on ne peut pas trop dire ce qui se passe. Il y a quand même beaucoup, excusez-moi Sarah Rousseau, il y a quand même beaucoup de témoignages de jeunes femmes sur du harcèlement, de la drague plus que lourde, ou des baisers obtenus sans consentement à l'occasion des activités folkloriques. J'ai pas rêvé, il y a eu un mouvement MeToo à l'ULB aussi, hein? Ah oui, bien sûr, et ça, on l'a pris très au sérieux d'ailleurs. D'ailleurs, cette année, tous nos comitards et comitards de baptême ont été formés aux violences sexuelles. Donc ça, on prend ça très, très au sérieux. Mais c'est à distinguer avec les activités qu'on demande aux Bleus au niveau de la participation dans les baptêmes. Et ça a énormément bougé, même par rapport à il y a 5 ans. Donc je cautionne absolument pas ce qui a pu être fait parfois au baptême. Par contre, certes, à l'ULB, on a la particularité d'avoir cette déconstruction du corps et cette approche de la nudité qui est très appréciée en général par les baptêmes, toujours sans forcer, bien sûr. Mais j'ai l'impression que du coup, les gens ont l'impression qu'on fait un peu n'importe quoi alors que c'est pas le cas.
Ouais. Ça, pour vous, il n'y a pas de problème à ce qu'on, lorsqu'on fasse un baptême, on vous demande de retirer vos vêtements? Maintenant, ça dépend, c'est le choix de chacun. Et les gens oublient vu qu'il y a ce jeu de soumission, les gens oublient que les bleus ont le droit de dire non, surtout pour des choses qui touchent au corps, au consentement, à l'alcool, à la santé. Ça, les gens le savent. Ouais, on a le droit de dire non, mais on sait que si on dit non, on va être un petit peu dévalorisé aux yeux des autres. C'est un non qui demande beaucoup de courage quand même. Bien sûr, mais c'est pour ça aussi qu'on a des chartes qui rappellent qu'on est là pour respecter l'intégrité de chaque personne et la dignité de chaque personne. On n'a pas tous la même notion du non et des limites. Et donc, ça sert aux personnes qui organisent les baptêmes d'observer les limites de chacun. Et ça se fait. Ouais. Pourquoi est-ce que la charte de l'ULB n'est pas publique? C'est une très bonne question. Parce que justement, là, on est en train d'en discuter. De base, c'était aussi pour garder un peu ce truc de mystère pour les bleus. Parce que le baptême, c'est un jeu. Et le jeu, c'est aussi que les bleus, eux, ne connaissent pas les règles du jeu et vont un peu les tester. Et donc, je pense que l'ULB, c'est pour ça que notre charte n'est pas publique aussi. Mais là, je pense qu'on, surtout vu tout le bruit qu'il y a maintenant et vu que j'ai appris aussi que dans les autres universités, les chartes sont publiques au niveau des baptêmes, nous, ça va être discuté. Ça va clairement être discuté. Ouais, je vois Laurent Dospy opiner. Oui, la charte de l'ARES, elle est sur le site de l'ARES. Donc, c'est vrai qu'on l'avait lancée en 2020. Maintenant, on va encore augmenter son contenu et on va faire une enquête pour un petit peu mesurer sur le terrain dans les institutions comment ça se passe. Mais il est clair que ce sera public, ça doit être public. Je pense qu'à un moment donné, c'est trop important que de ne pas la rendre publique. Donc, ce sera le cas, à mon avis, dans toutes les institutions. Et je rappelle d'ailleurs qu'à l'initiative de pas mal d'universités, quand l'ARES s'est saisie du dossier, je pense qu'on a aussi pris les pratiques existantes dans différentes institutions universitaires et hautes écoles. Ouais. Alors je reviens à vous, Bernadette Skomman. On va revenir à l'alcool, puisque c'est la raison pour laquelle on vous a invité dans ce débat. J'ai bien entendu ce que disait Sarah Rousseau. On a toujours la liberté de refuser. On teste les bleus. Il y a un effet de surprise, mais ils peuvent toujours sortir à tout moment. Est-ce que c'est aussi facile que ça ? Notamment quand on vous propose de l'alcool et que l'alcool coule à profusion. Et est-ce que quand on est alcoolisé, on a encore tout son discernement et toute sa volonté disponible ? Non, évidemment, quand on a consommé de l'alcool, on a des modifications du comportement et des modifications, en tout cas, de la faculté de jugement. Maintenant, comme disait Madame Rousseau, les bleus ne boivent pas, donc en tout cas pas d'alcool, donc on ne peut pas parler à leur niveau de ne plus avoir de faculté de discernement. En tout cas, moi je viens je viens aussi de l'ULB, mais en tout cas mon baptême n'était pas à l'ULB et on ne fait pas boire les bleus, donc les bleus ne consomment pas d'alcool. Donc je pense qu'au niveau de la difficulté, en tout cas la faculté de discernement, on ne peut pas parler de ça, mais c'est vrai, l'alcool modifie les facultés de jugement, le self-control, ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, modifie beaucoup de choses. Et la désinhibition, évidemment, ça c'est la première recherche qu'ils essaient, les gens qui boivent, c'est de désinhiber justement. Donc chez les personnes introverties, l'alcool aide à faire beaucoup de choses qu'on ne ferait pas en n'ayant pas bu. Ouais. Il y a quelques années, on avait beaucoup parlé de l'intérêt des grands producteurs ou distributeurs d'alcool pour ces activités étudiantes. On avait même dit qu'ils faisaient des prix et qu'ils organisaient des livraisons à des prix défiant toute concurrence parce que ça leur assurait une clientèle pour la suite de l'année. C'est toujours le cas ou pas ? Alors... Moi je pense que oui, mais si vous faites un bon repas avec beaucoup d'invités, vous allez aussi avoir des prix chez le brasseur sans être à baptême. Ouais, et donc je vois Sarah Rousseau. Oui, en fait pour moi il y a deux choses à distinguer. Moi je pense pas qu'il y a un problème d'alcool au niveau des bleus dans les baptêmes parce que ça c'est très encadré. Par contre ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas un problème d'alcool dans le folklore ou même par rapport à notre génération en général. On a un âge où on teste un peu nos limites et moi, ça fait 5 ans que je suis dedans, il y a beaucoup de choses qui me choquent, mais il y a une prise de conscience aussi à ce niveau-là, et on en parle de plus en plus, on décomplexe, il y a une décomplexion autour du fait de ne pas boire d'alcool, il y a de plus en plus de gens qui boivent plus d'alcool par conviction, justement pour sortir de cette pression sociale. Donc moi j'ai l'espoir que ça bouge, parce que c'est trop important pour se gâcher la santé à notre âge. Ouais, le fait que ce soit une présidente de l'association des cercles étudiants, et pas un président, ça change quelque chose ? Je pense pas. Enfin, au niveau de l'alcool, je pense pas. Oui, mais au niveau de tout ce qui peut être genré ou sur la domination ou sur le rapport au sexe, ça change quelque chose ? Non, ça je pense pas spécialement. Je pense que c'est une question de conviction. Par exemple, cette année, moi je suis présidente depuis 1 an et demi et on a beaucoup évolué sur les questions de genre, de sexe, d'aborder la nudité et le consentement. Et je pense que c'est parce qu'on était une équipe
de personnes sensibilisées. Il y a des femmes qui sont pas spécialement sensibilisées à la question non plus, mais clairement au niveau de la représentativité, je pense que c'est important et que beaucoup de présidentes de cercle sont des femmes d'ailleurs. Ouais, Laurent Despy, objectif 0 incident pour la rentrée universitaire et des hautes écoles l'année prochaine, c'est envisageable ou pas? Non, c'est impossible. Encore une fois, on peut donner des grands principes, des balises, on peut expliquer, faire preuve de pédagogie, rencontrer effectivement sur le terrain les responsables des cercles, rencontrer une série de personnes pour les conscientiser à la chose, ça c'est faisable. Mais vous n'empêcherez jamais à un moment donné un débordement. Dans n'importe quelle fête privée, regardez ce qui se passe dans les fêtes privées, à un moment donné, il y a des gens qui boivent, des gens qui font des accidents de voiture, etc. etc. Donc l'idéal, c'est qu'il n'y en ait jamais. Mais garantir et promettre, c'est intenable. Donc il faut faire de la pédagogie, il faut profiter des moments, parfois de difficultés pour conscientiser les gens, mais pas aller plus loin. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire ce midi. Merci à tous les trois. Laurent Despy de l'ARES, Sarah Rousseau, présidente de l'association des cercles étudiants de l'ULB, et le docteur Bernadette Skouman, alcoologue auprès de la Société scientifique de médecine générale. Merci à tous les trois.